Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Suite aux dernières actualités diplomatiques autour du conflit russo-ukrainien, notamment avec la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine, mais aussi les récentes déclarations de Viktor Orban sur l'après-guerre, je retrouve ce matin Jacques Beau pour décrypter et analyser tous ces changements, ces déclarations et ce qu'il se passe aussi réellement sur le terrain. Monsieur Jacques Beau, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. De m'avoir invité ce matin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter un petit peu les dernières actualités sur le conflit russo-ukrainien et surtout sur le plan diplomatique et stratégique. Donc pour commencer, on revient un petit peu en arrière. Selon vous, qu'a révélé la récente rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine sur les intentions réelles de Moscou ? Pas grand-chose, à vrai dire, puisque, comme vous le savez, ils n'ont pas discuté. D'abord, le but de cette visite était de présenter officiellement le plan en 28 ou 27 points à Vladimir Poutine par les Américains. Donc, déjà, là, il y a quelque chose d'intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a raconté que ce plan avait été élaboré avec avec les Russes à l'époque. C'est pas vrai. Et ça, c'est connu depuis très longtemps, à vrai dire. Il y a probablement, peut-être, eu des questions qui ont été posées à M. Dmitriev de manière informelle, c'est possible, mais quand on lit effectivement ce qu'ont raconté les médias américains, les médias bien informés, on s'aperçoit que c'est un plan qui a été concocté au sein de l'équipe de la Maison-Blanche, dans un cercle d'ailleurs extrêmement étroit, et qui tient compte naturellement des contacts qui ont eu lieu entre Vladimir Poutine et Donald Trump, notamment en Alaska, mais probablement aussi au cours des conversations téléphoniques qu'ils ont eues depuis, notamment juste avant le renvoi du sommet de Budapest, qui avait été plus ou moins annoncé par Donald Trump. Et donc, on a quelque chose qui était vraiment assemblé par les Américains en fonction de ce qu'ils avaient discuté avec les uns et les autres. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce document est un compromis, en réalité, qui n'est pas du tout favorable aux Russes, qui ne tient pas vraiment compte, à vrai dire, des intérêts russes, pour être tout à fait sincère. C'est-à-dire, il ne tient pas compte dans la mesure où les Russes ont la maîtrise du terrain, ont la maîtrise du champ de bataille. Et là, on est dans une situation qui est vraiment intermédiaire de la part des Américains, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, malgré tout, d'accommoder la chèvre et le chou, alors que plus le temps passe, plus il sera difficile d'accommoder précisément la chèvre et le chou. Donc, le but de cette visite entre Jared Kushner, Steve Witkoff et Vladimir Poutine était précisément de présenter officiellement ce document. Les Russes en avaient eu jusqu'à maintenant que des copies informelles, c'est-à-dire probablement ce qui a circulé sur Internet, mais ils n'avaient pas reçu de copies formelles. Donc ça a permis déjà de prendre connaissance de ce document officiellement, d'avoir des réactions directes de la part des Russes sur ce document. Et comme l'a précisé, sauf erreur, c'était M. Ouchakov qui l'a précisé, qu'il n'y a pas eu de discussion sur les différents points du plan. Les points n'ont pas été discutés en tant que tels. En revanche, les Russes ont une fois de plus fait savoir quelle est leur position de manière plus générale sur une résolution du conflit. Donc voilà où on en est. Et je rappelle que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de négociation sur la résolution du conflit. Et ça, c'est très important parce que le terme négociation apparaît sans arrêt partout, on négocie, etc. Non, il n'y a pas eu de négociation. Il y a, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être la mauvaise interprétation aussi de la publication de ce rapport il y a maintenant 2 ou 3 semaines, c'est que ce qui s'est fait, c'est que les Américains ont fait leur navette entre Kiev et Washington, respectivement entre Washington et Moscou, sous différentes formes bien sûr, et ils ont essayé d'avoir une compréhension des positions des uns et des autres. Et je rappelle, vous avez eu des délégations ukrainiennes qui ont été
à Moscou, à Miami, en l'occurrence, pas à Washington. Mais ce qui veut dire que les Américains, leur plus gros problème, et c'est le problème qu'ils ont depuis le départ, à vrai dire, depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est de comprendre exactement ce que veulent les Russes et jusqu'à quel point les Russes sont disposés à négocier sur des positions qu'ils ont déjà affichées. Et cette position, elle est d'autant plus difficile à appréhender que les Russes avancent sur le terrain. Si vous voulez, chaque jour qui passe renforce toujours plus la position diplomatique ou politique des Russes dans une résolution du conflit. C'est ce que les Européens n'ont pas compris. Les Européens sont dans une dynamique inverse, c'est-à-dire que pour eux, ils partent de l'idée que la Russie s'affaiblit dans ce conflit et donc que plus le temps passe, plus la Russie s'affaiblit. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a dit Kaja Kallas, pardon, il y a quelques jours, dans une interview d'ailleurs qu'elle a donnée. Elle a dit le premier objectif de l'Union européenne, c'est d'affaiblir la Russie. Le deuxième, c'est de soutenir l'Ukraine. Et vous avez ici d'ailleurs une chose à dire. Plus tard, dans des interviews ultérieures, elle a changé l'ordre des choses parce qu'elle a compris que c'était comment dire, un problème. Mais vous voyez, soutenir l'Ukraine, ça n'est pas un objectif. Soutenir, vous soutenez pas pour soutenir. En revanche, affaiblir pour affaiblir, c'est un objectif. Donc selon vous, il y a plus de chances. Pardon? Selon vous, du coup, il y a quand même plus de chances que le conflit se termine directement sur le front avec potentiellement une victoire nette que par un plan de paix? Or, je vous rappelle que lors d'une session du Conseil de sécurité nationale russe, Vladimir Poutine avait dit que si les Ukrainiens refusaient une négociation, et ils n'ont pas dit qu'ils refusaient ce plan, et ça c'est aussi important de dire que les Russes trouvent bien qu'il y ait un plan, parce que pour eux c'est une base de discussion. Mais ils ne disent pas que les Ukrainiens doivent accepter ou refuser ce plan. Très important de le dire ici. Mais ce qu'a dit Vladimir Poutine, il a dit, pour nous, si l'Ukraine refuse de négocier, il n'y a aucun problème pour nous parce que de toute façon, nous atteindrons nos objectifs, nous les atteindrons simplement par la voie militaire. Et donc, on sait exactement quelle est la position russe. Et je rappelle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, y compris sauf erreur sur votre chaîne, on a toujours l'impression, on réfléchit dans ce conflit exactement comme les Européens réfléchiraient. C'est-à-dire que pour nous, c'est soit la guerre, soit la négociation. Il n'y a pas, il y a pas il peut pas y avoir les deux ensemble, si vous voulez. C'est une vision très macroniste des choses, parce que je vous rappelle que le conflit vietnamien c'est négocié, ou la paix s'est négociée durant des années pendant le conflit. De même pour le conflit de la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Vous avez eu le conflit qui se déroulait, pendant ce temps, il y avait des négociations à Évian et ailleurs. Donc, l'idée qu'il y ait des négociations qui soient simultanées à la guerre n'est pas du tout compatible. Et les Russes sont parfaitement sur cette ligne-là. Donc, l'idée que plus ces négociations perdurent, plus en fait elles favorisent celui qui a la victoire sur le terrain. C'est pour ça que la guerre sur le terrain, elle ne se terminera pas avant qu'il y ait soit une victoire totale, soit un accord politique. Or, la victoire totale, alors totale, le mot total devra être, je préfère, dans mes livres, j'ai parlé de victoire décisive, plus exactement, parce que victoire totale, ça veut pas dire grand-chose, à vrai dire, ou alors ça voudrait dire que les Russes écrasent totalement l'Ukraine, détruisent Kiev, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à l'esprit. Par conséquent, on parle plutôt de victoire décisive, c'est-à-dire une victoire qui impose une décision à l'Ukraine. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et là, on est effectivement sur le chemin de ça parce que la dynamique est favorable à la Russie.
Par conséquent, les Russes ne sont pas sous pression dans cette affaire. Ceux qui sont sous pression, c'est naturellement, bien entendu, les Ukrainiens, mais c'est aussi les Européens qui, eux, veulent à tout prix, comme j'ai dit tout à l'heure, comme objectif, affaiblir la Russie. Et ça, c'est effectivement le fond du problème. C'est qu'ils n'ont pas de réelle stratégie pour résoudre le problème, le conflit. Mm. Et les Américains, eux, arrivent avec une ébauche de solution, mais le plan de 28 points n'est pas une solution définitive. C'est pas un traité. Et là aussi, ça a été très mal représenté sur l'ensemble des médias, alternatifs ou non d'ailleurs en France. Le plan qui a été discuté ou présenté respectivement à Moscou la semaine passée, ça n'est pas un plan de paix. C'est une série, une liste de points à discuter. Mais il n'y a aucune modalité d'application, il n'y a aucune modalité d'abord temporelle, si vous voulez, une sorte de timeline, comme on dit en franglais, de l'application d'un tel plan. Donc, on est sur quelque chose qui est simplement un certain nombre d'idées à discuter et les Russes sont favorables à ça. C'est-à-dire que les Russes sont favorables au fait qu'on discute. Mm. Voilà. Ils ne sont pas favorables aux points qui ont été énoncés et la manière dont ils sont énoncés. D'ailleurs, ils l'ont dit, il n'y a pratiquement aucun point qui les satisfait, mais ils sont déjà contents que les Européens, et notamment les Américains, on ne veut pas les Européens, mais les Américains, aient pris l'initiative de dire maintenant, ça suffit, il faut passer à une phase politique. Justement, en Europe, il y a aussi Viktor Orban qui, de son côté, a annoncé avoir envoyé des hommes d'affaires en Russie pour préparer l'après-guerre. Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Est-ce que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs ou est-ce que c'est plutôt une bonne stratégie de sa part? Je pense que de toute façon, tout ce qui peut contribuer à rétablir des liens avec la Russie est un point positif. Je veux dire par là que c'est pas avoir des liens pour avoir des liens, mais c'est qu'il y a un moment, il faut raccommoder, il y a un moment, il faudra renouer le contact. Vous Mm. comprenez? Et la politique des Européens a été de couper tout contact, totalement coupé. Les Américains, depuis le début du conflit, d'ailleurs, ont essayé de maintenir un contact. Ils ont essayé d'avoir comment dire, d'avoir toujours des canaux, même très ténus, mais des canaux de communication. Et les efforts de Donald Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, ça n'a pas été de négocier la paix sur le dos des Ukrainiens, comme les médias français notamment l'ont raconté. Il s'agissait de rétablir un canal de communication déjà diplomatique, simplement, formellement, puisque déjà sous Obama, il y avait des propriétés russes qui avaient été confisquées, des propriétés qui étaient utilisées par la diplomatie russe aux États-Unis qui a été confisquée. On avait mis des règles pour limiter leur liberté de mouvement, etc. Ça a été renforcé d'ailleurs sous le premier mandat de Donald Trump. Et par conséquent, il fallait remettre un petit peu tout ça. Il fallait redonner à la diplomatie l'importance qu'elle a, c'est-à-dire redonner aux deux pays l'opportunité de dialoguer. Voilà, tout simplement. Donc, c'était simplement rétablir ça. Et ça a pris quand même pas seulement de temps, parce qu'il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de liberté de mouvement, il y a des problèmes d'autorisation, enfin bref, il y a un processus administratif derrière ça. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Américains et les Russes, et c'est pour ça que ça a donné l'impression, notamment au tout début au mois de mars, de cette année, lorsque les délégations américaines et russes se sont rencontrées, les Européens ont dit, voilà, ils négocient la paix sur le dos des Ukrainiens sans parler. Il ne s'agissait pas du tout de ça à l'époque. On n'a pas du tout discuté. D'ailleurs, comme je répète, et ce ne serait pas de le répéter, il n'y a pas encore eu de vraies négociations de paix depuis le début de l'année. Il y a eu uniquement des négociations, enfin, même pas des négociations, il y a eu des contacts et un dialogue pour essayer de comprendre la position des uns et des autres. Et ça s'est fait de manière un peu itérative. C'est ce qu'on appelle en langage technique la diplomatie de la navette, shuttle diplomacy.
Qui signifie qu'à partir du moment où les 2 parties ne se parlent pas,